Merci, Monsieur le Président et le Vice-président. Alors, à l'occasion de cette délibération, nous tenions à réaffirmer notre attachement à la gestion en régie publique de l'eau sur le territoire d'ALM. C'est un bien commun, précieux, rare et essentiel, que certains polluent, certains gaspillent, alors que certains en manquent. Alors, pour équilibrer l'accès à l'eau, des mesures de tarification peuvent être mises en place. Tout d'abord, une première proposition, les premiers mètres cubes d'eau gratuits. Il y a de plus en plus de collectivités qui font ce choix. On parle des 10 ou 12 premiers mètres cubes, ceux estimés comme vitaux pour une famille de 4 ou 5 personnes. Cette mesure sociale peut être compensée ensuite par des mesures de tarification progressive de l'eau. Faire payer plus ceux qui consomment bien plus que leurs besoins. On pense évidemment aux piscines, au lavage de voitures, aux arrosages abondants de jardins d'ornement, au golf. À celles et ceux qui, malgré les sensibilisations, malgré les arrêtés saisonniers, ne pensent pas à la rareté de la ressource. Cette tarification progressive, nous vous proposons de la mettre en place ailleurs, comme à Lyon. Elle a déjà fait ses preuves en termes de niveau de consommation. Alors en 2023, le plan eau du gouvernement préconisait que les collectivités généralisent la tarification progressive. Toutefois, et nous sommes conscients, tout comme le 16 dans son rapport de la même année en 2023, qu'il existe des risques d'injustice sociale vis-à-vis des foyers de familles nombreuses, ce qui est un impensé du plan eau. Donc la tarification progressive doit aussi être une tarification sociale, ce qui la rend peut-être un petit peu plus compliquée, mais toujours possible. Alors, quelles sont les pistes de réflexion que nous avons pour instaurer une tarification progressive et juste socialement, permettant de financer d'une part les premiers mètres cubes d'eau gratuits pour les particuliers, permettant de réduire dans le même temps les consommations excessives sans pour autant sanctionner les plus dans le besoin. Pour mettre en place une telle réforme tarifaire, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, un des leviers essentiels est la bonne connaissance des consommations d'eau des habitants d'Angers-Loire Métropole. Et à ce sujet, j'avais une question. Est-ce que nous avons une connaissance exacte du taux d'équipement en compteur individuel sur notre territoire ? Et quel plan également vis-à-vis des entreprises dont les besoins et l'intégration de la question de la sobriété n'est pas toujours communément comprise peut être mis en place ? Merci à vous. Merci Madame Scheder. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Monsieur Pavillon. Oui, écoutez, merci pour cette question. C'est une question qu'on a déjà débattue en commission. Je recommencerai par la dernière proposition afin d'équiper. Vous savez qu'on a quasiment 100 000 foyers. Et donc aujourd'hui, derrière les 100 000 foyers, on ne connaît pas la composition effectivement des familles qui sont derrière. Et donc est lancé déjà depuis cette année, ce qui a été évoqué, le travail de télérelève et de changement de compteur pour pouvoir aussi que le consommateur soit acteur et qu'il puisse regarder, lui, après, à travers un portail clientèle, sa consommation, comme on peut le faire pour l'électricité, comme on peut le faire aussi pour le gaz. Et donc il y a tout ce travail d'équipement au préalable qui doit être mis en place de façon à ce que le consommateur derrière puisse être acteur, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis sur la redevance effectivement incitative, au regard de ce que vous aviez évoqué, c'est vrai que dans le CESE, le rapport qui a été donné, il y a quand même quelques interrogations pour connaître la composition des familles. Donc au regard de tout ça, il y a un travail qui va être lancé, mais on aura à travailler sur cette tarification. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de la délibération. On doit, et c'est un peu l'objet d'ailleurs avec la FNSSR, donc la Fédération nationale des collectivités qui sont en régie, effectivement, de travailler un petit peu sur ce sujet-là. Donc on y travaille, mais d'abord, staffons techniquement nos compteurs. Et donc ça, c'est la première. Ça va prendre 3 à 4 ans pour développer, pour changer les 100 000 compteurs et pour pouvoir avoir une vision qui soit un peu plus explicite de tous ceux qui sont derrière les compteurs. Et puis il faut travailler effectivement avec la CAF, chose qui n'est pas aussi simple que ça, pour connaître la composition des familles, pour pouvoir effectivement entrecouper entre la facturation, la composition des familles. Donc c'est quelque chose qui derrière n'est pas aussi simple que cela, et donc le travail est lancé, mais on n'y a encore pas abouti. Merci Monsieur le Vice-président. 3 remarques complémentaires. La première, c'est que je me souviens assez bien de ce rapport du CESE et de ses conclusions, puisque j'étais le ministre auquel ça a été remis. Et la difficulté que nous avons, c'est l'interdiction de faire en sorte de faire coïncider les données fiscales qui sont à la disposition de l'État avec les données des compteurs qui sont à la disposition des collectivités locales. Ce qui ne nous permet pas de pouvoir apprécier la situation sociale des familles et ce qui est pointé dans le rapport du CESE comme étant l'obstacle à la mise en place d'une tarification qui puisse être réellement sociale. Elle peut être incitative, mais elle ne peut pas être sociale. Et à la minute où on se parle, compte tenu des textes qui sont en vigueur et qui interdisent d'aller passer à des collectivités ce type d'éléments, nous sommes face à un obstacle. J'ajoute que ceux qui imaginent qu'il n'y aurait pas de risque oublient
qu'il y a des milliers de communes qui gèrent l'eau avec parfois seulement quelques abonnés à l'échelle d'un territoire, et que le partage d'informations qui peuvent être sensibles aurait évidemment des conséquences qu'il faudrait apprécier. 2, je suis totalement opposé à la gratuité d'une partie de ces mètres cubes parce que c'est une manière, au contraire, de laisser penser que ça n'a pas de valeur. Le choix que nous faisons, c'est celui, et vous l'aurez noté, de ne pas toucher au prix de l'abonnement, d'ajuster à hauteur d'un peu plus de 2% le tarif des mètres cubes, mais avec l'idée derrière que pour ne pas payer plus, il faut réussir à consommer 2% de moins, ce qui, très objectivement, quand on fait la somme de nos comportements individuels, est à la portée réelle de la totalité d'entre eux. Et on va plus loin, parce qu'en permettant des récupérateurs d'eau de pluie, on ne se contente pas, c'est la délibération suivante, d'être dans une injonction. On suggère et on regarde comment si on peut avoir des pistes qui permettent d'avancer. Le fond de ma pensée, Madame Schetzer, c'est qu'on peut discuter et réfléchir à la tarification incitative en ne faisant pas la gratuité des premiers mètres cubes. Et que je pense que dans les années qui viennent, on aura 2 types de débats. Sans doute un autour de la tarification saisonnière, parce que nous n'avons pas les mêmes difficultés en fonction des moments de l'année, et ça permettrait par rapport à des comportements que vous avez pointés et qui peuvent tirer sur les ressources au moment où nos agriculteurs en ont besoin, de faire en sorte de pouvoir les préserver de façon à pouvoir continuer et à se nourrir et à disposer de quoi également pouvoir continuer à boire. Et je partage l'idée que à partir d'un certain plafond, il ne serait pas illogique qu'on ait un deuxième palier avec des tarifs qui soient plus élevés. Surtout, dès que Jean-Paul Pavillon vient de le dire, on aura un taux d'équipement individuel qui permettra d'être sûr qu'on ne pénalise pas ceux qui ont des fuites sans qu'on puisse les prévenir. D'où ces équipements qui doivent nous permettre d'être capables de suivre, de prévenir les gens, de les alerter sur le fait qu'on a un dérapage, mais ce sera un débat pour le prochain mandat. Nous passons